Merci mesdames et messieurs pour nous faire confiance et venir partager ces 3 quarts d'heure autour de cette question qui est quand même, c'est vrai, saugrenue. Peut-on prouver l'existence de Napoléon? Ou comme Richard Whately, qui est l'auteur effectivement du pamphlet que j'ai édité, écrivait à propos des doutes historiques sur Napoléon. Alors, c'est vrai que dit comme ça paraît absurde, que c'est une question qui n'a aujourd'hui guère de sens, et pourtant, il me semble qu'elle est tout à fait passionnante pour comprendre l'époque de 1815-1819, date à laquelle le pamphlet a été publié pour la première fois, et puis pour comprendre surtout ce qui entoure en définitive la personnalité de Napoléon et ce que ça révèle de notre attachement et de la façon dont il faut comprendre bien, cette création du mythe, éventuellement les manipulations politiques et éventuellement la crédulité qui l'entoure. Alors, ce livre, donc, dont le titre a servi à la conférence, le titre est bien sûr le livre d'un Anglais, et vous allez me dire c'est normal que ce soit un Anglais qui ait fait un livre comme ça, parce que d'abord, entre Swift et puis Lewis Carroll, le nonsense est quand même anglais, et que effectivement Richard Whately s'inscrit directement dans ce courant-là. Puis la deuxième chose, encore plus évidente, et l'image qui vous est présentée ici le montre, c'est que les Anglais détestent Napoléon et la France révolutionnaire et impériale. Donc ce livre s'inscrit directement dans ce qu'on a appelé la légende noire contre Napoléon, qui est née immédiatement, qui était même né déjà avant Napoléon, au moment de la Révolution française contre la France, et qui s'est développée d'une façon absolument considérable au moment de l'Empire, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, légende noire, mais c'est ça qui me semble plus intéressant, c'est que ce livre, comme je le disais, a d'autres intérêts et mérite véritablement d'être regardé de près. Mérite d'être regardé de près parce que il me semble, et j'essaierai de vous le montrer, que ce livre répond au choc, devant l'immense bouleversement qu'a représenté la Révolution et l'Empire. Il fallait bien renouer la chaîne des temps, il fallait bien retrouver du sens à ce qui venait d'être vécu, et ce livre participe de cette reprise véritablement du sens de l'histoire. La deuxième chose, plus anecdotique, mais en même temps très importante, c'est de comprendre que ce livre aussi rentre dans une réflexion sur le statut de la preuve et sur la croyance. Et je vais y venir tout de suite, que ce soit un théologien qui a écrit ce pamphlet n'est pas du tout anecdotique, au contraire, c'est tout à fait essentiel. Puis la troisième chose, qui paraît encore plus anecdotique, mais qui permet malgré tout de relire autrement l'histoire que nous croyons savoir, c'est qu'il s'agit là aussi d'une réflexion sur ce qu'on doit appeler la manipulation politique qui avait déjà lieu très largement au moment de la Révolution et de l'Empire. Alors, avant de laisser parler Whately, il faut le présenter. Richard Whately a 33 ans, lorsqu'en 1819, il publie son petit pamphlet sur les doutes historiques sur l'existence de Napoléon. Il est à ce moment-là lecteur, fellow dans un collège d'Oxford, et il est connu à ce moment-là comme logicien et comme théologien. Et le lien entre les deux est véritablement très fort. Il ne cessera jamais d'être fort tout au long de la vie de Whately, qui est très rempli. En 1831, pour faire bref, il devient archevêque de Dublin, de l'Église anglicane. Il est un archevêque libéral, et il est un archevêque qui est partisan d'un œcuménisme avec les catholiques irlandais, ce qui est déjà un signe tout à fait profond de son engagement, et il jouera un rôle autant qu'il pourra lors de la famine de 1848 en faveur des Irlandais. C'est un grand bonhomme, Whately, c'est pas du tout un petit pamphlétaire, et cet homme meurt en 1863 en ayant vu de son vivant la 11e édition
de ce pamphlet. Son pamphlet n'est pas non plus quelque chose qu'on redécouvre. C'est quelque chose qui a contribué à façonner en partie l'imaginaire anglais et américain sur la période impériale. Il est maintenant nécessaire de l'écouter. Ils prétendent à une liberté d'examen vraiment philosophique, examinent mûrement le témoignage particulier qu'ils ont pour ajouter foi à l'existence d'un personnage tel que Napoléon Bonaparte. Nous ne demandons pas s'il y eut jamais un individu de ce nom, mais si cet individu, quel qu'il soit, a pu jamais faire toutes les choses qu'on lui attribue. Voyons quelle espèce d'histoire l'on offre à notre crédulité. Son air de roman est ce qui frappe tout d'abord. Tous les événements en sont grands, splendides, merveilleux. Grandes armées, grandes victoires, grand froid, grand revers, délivrance tenant à un cheveu, empire renversé en quelques jours, tout se passant en dépit des calculs politiques et contre l'expérience des siècles écoulés. Tout monté sur cette grande échelle si commune en poésie épique, si rare en réalité. Tout enfin calculé pour frapper l'imagination du vulgaire autant que pour rappeler les 1001 nuits au petit nombre des élus du bon sens. Chaque événement a ce ronflant, ce tout achevé, caractère principal des fictions. Rien ne se fait à demi, ce n'est qu'une suite non interrompue de victoires décisives, de bouleversements complets, de subversions totales ou de restaurations parfaites des mêmes empires. Vainement cherchera-t-on dans le domaine de l'histoire quelque chose de pareil à cet étonnant Bonaparte. Jamais il n'eut son égal. Une autre circonstance particulière. L'histoire de ce personnage extraordinaire, c'est de nous le représenter comme défait dès que cela semble à propos, quoique ce ne soit jamais à demi, et sans l'envelopper dans une ruine plus soudaine et plus totale, s'il est possible, que celle d'aucun héros de véridique histoire. Cependant, aussitôt qu'on trouve convenable de le relever, cela se fait aussi vite et aussi complètement que si Merlin y prêtait sa baguette. Il pénètre en Russie à la tête d'une armée prodigieuse, qu'anéantit un hiver d'une rigueur sans exemple. Tout ce qui se rapporte à cet homme est prodigieux et sans exemple. Quoi qu'il en soit, peu de mois après, nous le revoyons en Allemagne, à la tête d'une autre grande armée qui, à son tour, trouve son tombeau à Leipzig. Voilà la troisième grande armée ainsi détruite, y compris celle d'Égypte. Les Français, malgré tout, sont assez débonnaires pour lui en confier une quatrième, capable de se maintenir en France, mais il est de nouveau vaincu et reçoit en don la souveraineté de l'île d'Elbe. De là, il revient en France, où il est reçu à bras ouverts et mis en état de perdre sa cinquième grande armée à Waterloo. Nous le demandons. Qui peut ajouter foi à tout cela et la refuser en même temps au miracle? Ou plutôt, qu'est-ce que tout cela, si ce n'est un miracle? N'est-ce pas une violation des lois de la nature? Napoléon, homme merveilleux, ou si je peux plagier le titre d'un roman aujourd'hui célèbre, Napoléon, l'ennemi prodigieux, celui qui continuellement disparaît, réapparaît, et ce qui vient de vous être lu, bien sûr, insiste sur ces événements absolument invraisemblables de cette succession de défaites entre 1813 et 1815, et en même temps de l'élan qui poussait les Français à donner des hommes à Napoléon. Alors, ce que Whately imagine, c'est de dire il n'est pas possible que ce soit un petit officier corse
dont on disait tout à l'heure qu'il était dans un trou. Je ne partagerai pas vraiment ça pour parler d'Ajaccio, mais donc que ce soit un petit officier d'artillerie qui puisse devenir à 35 ans empereur et qui puisse vouloir s'asseoir dans le trône de Charlemagne et retrouver là une dignité qui n'a jamais été portée par aucun roi de France. Personne ne peut comprendre ça. Et c'est l'idée de Whately, que Whately développe systématiquement, c'est de dire on voit toujours Napoléon de loin, on le voit toujours habillé de la même façon. Il n'y a pas eu un Napoléon qui était en Espagne, qui était en Russie, qui était sur les côtes de la France. Il y en avait plusieurs qu'on faisait circuler et qui avaient cette activité prodigieuse qu'aucun individu, normalement ordinaire, n'aurait pu avoir. Donc, l'idée de Whately n'est pas si idiote que ça, en définitive. L'idée de Whately n'est pas à rejeter pour une autre raison, mais qui est alors tout à fait importante et qu'on voit là. Ça, c'est cette critique systématique de Napoléon qui est la menace essentielle qui pèse sur l'Angleterre depuis 1797. Et il ne faut jamais l'oublier. L'Angleterre est en guerre contre la France de 1793 à 1815, pratiquement sans interruption, avec un an près. Mais depuis 1797, les plans de débarquement français menacent la côte anglaise. En 1798, il y a eu des bateaux qui ont débarqué des troupes françaises en Irlande et il a fallu que le Premier ministre envoie des troupes pour faire une répression féroce en Irlande. Donc la menace, elle est là. 1807, vous le savez bien, c'est le blocus continental, c'est-à-dire cette volonté d'asphyxier le commerce anglais. La menace napoléonienne est une menace extraordinairement importante contre laquelle le gouvernement anglais s'est mobilisé continuellement et a mobilisé là toutes ses énergies en supprimant les libertés, en augmentant les impôts. Donc on a affaire là à une obsession anglaise vis-à-vis de Napoléon qu'il faut expliquer parce que logiquement, finalement, c'est inexplicable, et surtout inexplicable de penser qu'on ait accordé à cet homme autant de croyances en Europe et en France pour que cet homme puisse accumuler autant de défaites jusqu'en 1815. Et là, toute l'argumentation de Whately consiste à dire « vous n'avez rien vu, vous avez vu des apparences, et par-dessus le marché, il y a même des preuves qui sont contradictoires. » Et Whately en prendra, que je ne reprendrai pas à mon compte, parce qu'il y en a une autre preuve que Whately ne cite pas, qui est beaucoup plus intéressante, qui est la double victoire, si j'ose dire, ou la double défaite de septembre 1812, qu'on appelle bataille de la Moskova quand on est français, qu'on appelle bataille de Borodino quand on est russe, et qu'on réclame du côté français et du côté russe comme des victoires. Qui a perdu, qui a gagné, chaque camp dit « c'est moi qui ai gagné ». C'est-à-dire que là, objectivement, la logique évidente bute tout simplement sur les convictions et les calculs. Borodino est une victoire russe, la Moskova est une victoire française. Donc, quelque part, Whately n'a pas tort. Les preuves, les croyances ne peuvent pas être comme ça imposées, puisqu'il y a bien des opinions, et que surtout, l'esprit humain n'est pas capable de tout comprendre. Alors, quel est l'ennemi véritable de Whately ? Ce n'est pas Napoléon. L'ennemi véritable de Whately, c'est Hume, le philosophe anglais Hume, qui est mort en 1776 et qui publie, dont le livre, le traité de la nature humaine est publié juste après sa mort, et qui disait quoi, Hume ? Qui disait, finalement, il n'y a de vérité que celles qui sont produites par le cerveau humain. Et toutes les autres vérités, et bien sûr les vérités religieuses, sont incompréhensibles et échappent à l'esprit humain, et finalement ne sont que des croyances sans fondement. Ce que Whately répond, vous avez tort, cher Hume, vous croyez connaître, vous n'y connaissez rien, et vous n'êtes même pas capable de comprendre ce qui vous entoure. Donc, il est nécessaire là de revenir sur cette compréhension d'une époque. Et ça sera, en quelque sorte, quelque chose qu'il faut avoir en tête brièvement à comprendre.
Nous avons encore aujourd'hui du mal à savoir ce que nous pensons les uns les autres de la Révolution et de l'Empire. Pour les gens qui viennent de le vivre et qui en sortent, personne n'y a rien compris. C'est-à-dire qu'il y a là un bouleversement qui a été inouï, un renversement complet des valeurs, des empires et des hiérarchies, et à partir de 1815, on remet tout en cause et on essaie de comprendre. Alors en France, on est un peu protégé par ce qui est devenu l'épopée napoléonienne d'emblée, par ce grand emballement autour de l'homme charismatique. Pour les Anglais, c'était bien plus compliqué à comprendre, mais si on veut rester quand même un petit peu en France, ce que nous acceptons autour de Napoléon, nous avons quand même du mal à le comprendre du point de vue de la Révolution. Et les Français de 1795-1799 avaient, eux, inventé la terreur qu'ils imputaient à Robespierre et avaient, eux, l'habitude de voir des mélodrames qui expliquaient la Révolution, la guillotine et les massacres avec des éclairs et des orages quand ils ne lisaient pas les romans noirs et les romans gothiques pour essayer de comprendre quelque chose à ce qu'ils venaient de vivre. Donc, ce qui est aussi l'enjeu de ce livre, c'est ça. C'est d'arriver à dire, nous avons vécu des choses absolument prodigieuses, nous ne sommes pas sûrs de les comprendre, à quel régime de preuves devons-nous aller pour arriver à revenir dans ce sens de l'histoire. Et il me semble que c'est bien ça qui est en cause dans ce livre, même si, et je pense qu'il ne faut pas le gommer, il y a la proposition de Whately qu'il faut comprendre, cette adoration autour de Napoléon, et ça sera l'objet du deuxième texte. Toutes les fois que les hommes s'abandonnent à leur penchant pour le merveilleux, ils se montrent disposés à accumuler sur un même individu, réel ou imaginaire, les exploits de plusieurs, sans manquer d'exagérer et de multiplier au centuple chacun de ces exploits. C'est ainsi que les interprètes de l'ancienne mythologie nous expliquent qu'il a existé plusieurs hommes du nom d'Hercule, dont les exploits réunis et suffisamment revêtus de merveilleux ont été ensuite attribués à un seul héros. N'est-il donc pas aussi possible que lors de la fureur pour les mots d'origine grecque, la voix publique aura conféré sur plus d'un général favori et d'une valeur irrésistible le surnom de Napoléon, qui signifie lion de la forêt? N'est-il pas possible encore que cette expression Buonaparte n'aura été dans l'origine qu'une espèce de terme de convention appliqué aux plus braves et aux meilleurs patriotes de l'armée française, en sorte que plus tard, on leur a pris pour le nom propre d'un seul individu? Évidemment, vous avez bien compris, Whately exagère. Il exagère, mais finalement pas tant que ça, parce que dans cette invention-là, celui qui a quand même été le grand inventeur, c'est Napoléon. Parce que qu'est-ce qu'il fait à partir de 1806? Il institue la fête de Saint-Napoléon, opportunément le 15 août, date de sa naissance, mais surtout quand même grande fête catholique. C'est-à-dire que Napoléon crée véritablement sa sanctification, ses rites, les abeilles, les aigles, et que cette volonté-là de créer autour de lui un rituel rencontre aussi, il faut bien le dire, toute une adoration liée à son personnage charismatique. On le sait par les envois de lettres enflammées qui lui sont adressés par un certain nombre de personnes, par aussi les protestants qui le voient comme un protecteur, par aussi, bien évidemment, par tous les soldats qui vont l'appeler le petit caporal. Donc il y a là une véritable adoration, et une adoration qui ne va pas cesser, une adoration et une invention autour du personnage qui fera qu'après 1821, il y aura des faux Napoléons qui vont parcourir les campagnes pour se faire reconnaître, et qu'on prendra dans quelques cas un peu au sérieux parce qu'ils mobilisent autour d'eux des campagnards, et que, quand même, on le sait, Louis-Philippe rapatriera les cendres de Napoléon pour profiter de la gloire napoléonienne pour son propre régime. La gloire liée au nom de Napoléon, elle est
extraordinaire. Et on pourrait prendre le dernier exemple, qui serait l'exemple de cet écrivain italien que vous connaissez, pas sous son vrai nom, Zucker. Zucker a pris le nom de Malaparte, qui renvoyait bien sûr au contraire de Buonaparte, c'est-à-dire on prend un mythe, on prend un personnage et on se coule dans ce personnage. Donc, de ce point de vue-là, la mise en scène de Whately n'est pas fausse. Maintenant, l'autre aspect des choses, c'est la mise en scène de décryptage politique qu'il propose et qui est la plus polémique et plus pernicieuse. Combien peu de personnes liraient les journaux si elles ne s'attendaient à y trouver de temps en temps quelques nouvelles surprenantes ou importantes. Or, il n'y eut jamais de sujet d'un intérêt plus intarissable que celui-ci. On objectera qu'il y a plusieurs partis politiques opposés dont les différentes presses publiques ne manqueraient pas de se donner mutuellement des démentis formels. Et remarquons qu'entre ces partis rivaux, le grand objet de discorde se réduit à savoir qui aura la direction des affaires de l'État, la surveillance du budget et la disposition des places. La question n'est pas « le peuple sera-t-il gouverné ou non ?» mais bien « par quel parti le sera-t-il » ? Les impôts seront-ils payés ou non ? Mais qui les encaissera ? Or, l'on conviendra que Napoléon est un épouvantail, un ogre politique des plus commodes pour toute espèce d'administration. Si vous ne soutenez pas nos mesures et ne rejetez celles de nos adversaires, Bonaparte, soyez-en sûr, sera là pour vous mener à son gré. Si vous ne vous soumettez pas au gouvernement, au moins pendant notre direction, ce formidable ennemi profitera de votre insubordination pour vous conquérir et vous asservir. Payez gaiement les impôts, sinon le terrible Bonaparte ne vous laissera rien. Bonaparte, enfin, était le refrain de toutes les chansons. Son nom redouté était le talisman infaillible pour délier les cordons de nos bourses. Et quoique nous nous imaginions être maintenant en toute sûreté, gardons-nous de croire que ce ne se présentera plus d'occasion pour remettre en scène un si utile personnage, car ce n'est pas seulement avec de mauvais petits garnements sortant de nourrice qu'a réussi à merveille la terrible menace de Gare Bonaparte. Et là, Whately n'exagère pas du tout. Il n'exagère pas du tout parce que, à partir de 1793, le Premier ministre, dont j'ai cité tout à l'heure le nom et sur lequel il faudrait revenir davantage, William Pitt, qui est devenu Premier ministre en 1783 à l'âge de 24 ans. Il a fait mieux, en quelque sorte, que Bonaparte. Mais ce Premier ministre, à partir de 1793, va pressurer l'Angleterre d'une façon considérable et va surtout interdire tous les partis d'opposition et il va pourchasser et réprimer, même d'une façon assez féroce, tous ses opposants, certains en leur promettant des morts absolument abominables. La guillotine à côté, c'est véritablement quelque chose de tout à fait agréable, et en envoyant d'autres en Australie, après des procès qui ont été extrêmement longs et difficiles, voire en réprimant les mutins de la flotte en 1795 et 1796. Donc il y a bien eu là la France comme épouvantail et Bonaparte en plus. Napoléon enfin a été repris pour continuer cette pression qui a organisé totalement la Grande-Bretagne et surtout le Royaume-Uni, puisque après l'expédition française échouée en 1798, le Bill d'Union rattache complètement l'Irlande au trône anglais et supprime toutes les libertés locales. Bon, donc on a affaire là, au travers de cette dénonciation, d'une explication, je dirais, de ce qui a été vécu par le peuple anglais et qui est vécu aussi, il ne faut quand même pas l'oublier,
en 1819 directement. En 1819, et c'est une coïncidence, mais lorsqu'il y a une manifestation d'ouvriers mécontents parce que leurs salaires ont dégringolé après la fin de la guerre, il y a une provocation policière se produit qui fait que à côté de Manchester, dans le St. Peter Field, il y a un choc extrêmement violent qui laisse derrière 15 morts et au moins 400 à 700 blessés. Et personne n'a de doute sur la question, il s'agit bien là d'une manipulation politique pour établir le pouvoir royal sur l'ensemble des contestations. Si bien que, par analogie, ce massacre de St. Peter's Field devient Peterloo, pour faire bien sûr écho à Waterloo. Donc on a bien là, en quelque sorte, la résonance, l'écho de l'épopée napoléonienne. On l'a utilisé pour augmenter les impôts, on l'utilise maintenant pour continuer à tenir le peuple dans la dépendance. Et c'est sur ce dernier point que Whately intervient parce que sa position à lui, libérale et Whig, était précisément de réclamer les libertés politiques pour les Anglais et aussi pour les Irlandais. Mais il a eu, si j'ose dire, la chance de vivre suffisamment longtemps pour être témoin d'un événement encore plus étonnant pour lui et dont il va rendre compte, et ce sera le dernier texte qu'on vous présente, c'est l'arrivée sur le trône, non pas de Napoléon II, mais de Napoléon III, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, les Français renouent avec l'Empire, avec tout ce qui s'est passé, comme si les Français avaient été frappés d'amnésie, et c'est le dernier texte. On nous dit qu'il y a maintenant un Napoléon Bonaparte à la tête du gouvernement de France. Ce n'est pas en vérité certain qu'il soit le vrai Napoléon Bonaparte lui-même. La mort de ce personnage et le transfert de ses propres os en France ont été trop proclamés pour permettre qu'il réapparaisse en chair et en eau. Mais uno avulso non deficit alter. Comme les adorateurs tibétains du Dalai Lama qui ne meurt jamais, son âme migrant dans un autre corps, les Français sont si déterminés à ce qu'on dit pour être sous un Bonaparte, que ce soit un homme ou un système, qu'ils ont trouvé une espèce de réincarnation de leur grand lama, dans une personne dont on dit qu'elle est le neveu de l'original. Et quand, en entendant que ce personnage remplit maintenant l'office suprême de président de la République française, nous demandons très naturellement comment il en est arrivé là. Nous apprenons que des années plus tôt, il envahit la France depuis un vaisseau anglais, les Anglais ayant toujours été suspectés de tenir prêt Bonaparte et comme les vents dans un sac de sorcières du pôle Nord pour le déchaîner à l'occasion. À la tête d'une force non pas de 600 hommes, comme son oncle supposé l'avait fait dans son expédition à partir de l'île d'Elbe, mais de 55, avec lesquels il débarqua à Boulogne, se proclama lui-même empereur. Il fut rejoint par pas moins d'un homme. Par conséquent, il fut, comme on le dit, arrêté, jugé, condamné à la prison. Mais après quelques années, il s'évada et trouva refuge en Angleterre. Encore l'Angleterre, d'où il retourna en France. Et ainsi, la nation française le plaça à la tête du gouvernement. Tout ceci sera reçu certainement comme une fiction très vraisemblable par tous ceux qui ont déjà donné foi à toutes les histoires que j'ai évoquées dans les pages précédentes. Et là, finalement, Whately résume, brièvement, mais d'une façon qui n'est pas complètement fausse, cette épopée de Napoléon III, aidée par l'Angleterre. Et ceux qui s'en souviennent encore se rappellent qu'on avait soupçonné les Anglais d'avoir laissé Bonaparte en 1798 revenir en France au sortir de l'Égypte. Donc on est là dans cette complicité et on est surtout là dans cette ironie suprême, Whately disant « mais les Français n'ont rien compris ».
Ils sont toujours restés dans cette fiction et ils sont toujours crédules. Et ce qui est important à comprendre, c'est finalement ce que disaient, et ce sera là-dessus pratiquement qu'il faudra conclure, ce que disaient les hommes politiques français, qui, entre 1848 et 1851-52, ont laissé Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu, arriver progressivement à devenir président de la République, puis président à vie avant qu'il devienne empereur. Ils avaient dit de lui, c'est un crétin que l'on mènera par le bout du nez. Donc ce qui est en jeu là, dans ce pamphlet de 1819 à 1853, c'est une réflexion sur la crédulité humaine, une réflexion sur les fictions qui nous font vivre et une réflexion, en définitive, sur l'absence de compréhension des manipulations qui nous entourent. Je vous remercie.